Elles sont journalistes, militantes, femmes politiques ou encore artistes. Et parce qu'elles prennent la parole, elles sont attaquées pas sur leur bilan, pas sur leurs idées, mais sur leur corps, leur moralité ou encore leurs vies intimes. C'est ce qu'on appelle la désinformation genrée. Un rapport publié par Article 19 et Polaris Asso et intitulé Désinformation genrée au Sénégal et en Côte d'Ivoire, forme, impact et enjeux, révèle que ce phénomène touche plus de 6 femmes sur 10 au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons l'autrice de ce rapport, Sadia Mandjo, journaliste spécialisée sur les droits des femmes en Afrique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, avant d'évoquer les chiffres, posons le cadre. En quoi la désinformation genrée est-elle différente des autres formes de désinformation ? Alors, la désinformation genrée, elle est différente parce qu'elle cible les femmes. Et contrairement à la désinformation qui cible les hommes, en fait, là, on n'attaque pas les idées des femmes, on attaque leur corps, leur sexualité, leur vie privée. C'est principalement en ce sens où la désinformation genrée, elle est plus grave et plus violente que les autres types de désinformation. Alors, il y a un chiffre assez frappant, vous parlez même d'une forme d'asymétrie dans ce rapport. Les fausses informations, comme vous l'avez dit, lorsqu'elles concernent les hommes, elles sont sur des faits politiques, économiques, voire diplomatiques. Pour les femmes, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui vise les femmes dans cette forme de désinformation ? Alors en fait, quand il s'agit des femmes, le but c'est de les faire taire. Le but c'est qu'elles sortent de cet espace numérique. Donc on va s'attaquer, comme je disais tout à l'heure, à leur vie privée. Pour les femmes politiques, typiquement, si on va essayer de discréditer leur campagne en disant qu'elles sont là parce qu'elles ont des relations intimes avec certains cadres du parti. Pour les femmes journalistes, on va dire qu'elles sont payées par tel pays ou par telle structure pour faire ce reportage. Pour les militantes, on va dire pareil, qu'elles sont financées par l'Occident pour faire leur travail. Donc en fait, on ne va jamais attaquer leurs idées, mais on va toujours aller sur des champs pour dire en fait qu'elles ne sont pas légitimes et qu'en fait on les commande, comme si elles ne pouvaient pas elles-mêmes prendre des décisions pour faire ce qu'elles sont en train de faire. Dans ce rapport, il y a un chiffre que vous avancez, 61% des femmes interrogées déclarent avoir été ciblées. Est-ce que ces données vous ont surpris ou ont-elles confirmé ce que vous pressentiez, notamment sur le terrain ? Alors, je veux aussi rappeler qu'il s'agit d'un échantillon quand même assez limité. C'est la première étude de ce genre qui est menée dans les deux pays. Donc, on va plutôt dire que c'est une base de réflexion pour poser un nom sur ce phénomène et sur ce problème. Est-ce que ça m'a étonnée? Non, ça ne m'a pas étonnée parce que comme on le dit dans ce rapport, les violences numériques, en fait, c'est le continuum des violences qui sont faites aux femmes en dehors de l'espace numérique, en fait. Donc, lorsqu'on voit les chiffres des violences faites aux femmes dans les foyers, dans la rue, on n'est pas étonné de savoir que ces violences, en fait, elles se retrouvent également sur l'espace numérique. Alors, au Sénégal, vous décrivez ce que les femmes appellent le phénomène des 72 heures. De quoi s'agit-il ? Alors, les 72 heures, c'est un phénomène de lynchage numérique, en fait, qui est pour le coup propre au Sénégal. Ça touche certains hommes politiques, mais lorsque ça touche aux femmes, c'est assez violent. C'est-à-dire que pendant 72 heures, on va prendre une militante, une journaliste ou une femme politique et on va fouiller sa vie, mais on va pas dire la vérité. On va déformer, on va faire des photomontages, on va vraiment réécrire sa vie pour la faire passer pour une femme immorale, pour une femme qui n'a pas de valeur, pour discréditer encore une fois le cœur même de son travail. Et en Côte d'Ivoire, c'est différent. Les attaques s'habillent d'humour et de divertissement. Est-ce que cette banalisation qui rend d'une certaine manière les violences plus difficiles à dénoncer, à contrer ? Exactement, c'est exactement ce qui est dénoncé dans cette étude. Toutes les personnes qui ont été interrogées en Côte d'Ivoire disent que c'est plus difficile de porter plainte ou même de dénoncer parce qu'on va dire mais non, mais c'était une blague, mais non, c'est de l'humour. Mais en fait, c'est pas de l'humour, c'est de la violence qui est déguisée et qui passe mieux ainsi, mais ça reste de la violence et du cyberharcèlement. Est-ce que l'un des deux modèles est d'une certaine manière plus dangereux que l'autre pour la participation des femmes dans le débat public ? Les deux sont aussi dangereux parce que les deux ont pour but de faire taire les femmes, les deux ont pour but de faire peur aux femmes. Et d'ailleurs, ça marche aussi parce que parmi les personnes interrogées, plusieurs femmes disent qu'elles s'autocensurent en ligne, voire même qu'elles se retirent de certaines plateformes. Or, se retirer des plateformes numériques, c'est pas anodin, c'est se retirer de la vie publique. Ces femmes politiques, journalistes ou militantes, elles ont besoin de ces espaces en fait pour travailler, pour sensibiliser, pour faire campagne. Donc les deux sont dangereux parce que les deux marchent et il est temps qu'on prenne conscience de ce phénomène. Eh bien justement,
Quelles sont les femmes les plus exposées? Est-ce qu'il y a un profil type qui génère cette forme de désinformation genrée? Exactement. Le profil type, ce sont les femmes visibles, ce sont les femmes qui s'imposent, ce sont les femmes qui prennent leur place dans la société. Donc les femmes politiques, comme je disais, les journalistes, les militantes féministes aussi, elles sont très exposées, les personnalités publiques, politiques, les influenceurs, les artistes. En fait, toutes les femmes qui prennent la lumière et qui imposent leurs idées, ce sont elles qu'on va viser en priorité. Alors on parle des victimes, mais qui sont les auteurs? Principalement des hommes. Il y a des femmes, on les appelle d'ailleurs les patriarchy women, c'est quelque chose qui a été révélé aussi au cours de cette étude, mais c'est majoritairement des hommes, 17-45 ans, et souvent des hommes issus du même pays que les femmes qui sont ciblées. Donc c'est rare qu'on ait quelqu'un qui vient du Tchad qui s'attaque à une militante sud-africaine. Voilà. Souvent, si on parle du cas du Sénégal, ce sont des Sénégalais qui s'attaquent aux Sénégalaises, des Ivoiriens qui s'attaquent aux Ivoiriennes, principalement des hommes. Alors votre rapport souligne bien le fait que cette forme de désinformation genrée est un peu un angle mort de la désinformation et des enquêtes sur la désinformation. Y a-t-il une forme de responsabilité de la part des plateformes qui permettent ce genre de désinformation? Exactement. Dans ce rapport, il y en a plusieurs, et notamment des spécialistes des technologies que j'ai pu interviewer, qui me disent qu'en fait, malgré les efforts mis en place par les plateformes pour signaler, en fait, il y a pas mal de contenus qui sont faits, en langue locale. Par exemple, en Wolof, il y a pas mal d'insultes et de types de désinformation qui sont faites en Wolof, mais en fait, que ce soit Facebook, Instagram ou TikTok, on ne peut pas signaler un contenu en Wolof parce que les plateformes sont créées depuis l'Occident et elles n'ont pas conscience des réalités locales. Enfin, pour conclure, votre rapport formule un certain nombre de recommandations, notamment à destination des acteurs publics. Si vous deviez en retenir une ce soir, quelle serait-elle? La principale recommandation faite dans ce rapport, c'est qu'il faut que les autorités des deux pays reconnaissent les violences numériques faites aux femmes comme des violences basées sur le genre, au même titre que les violences sexuelles, que les féminicides, que les violences physiques, émotionnelles, économiques, parce que du coup, le fait de le reconnaître, ça permettrait d'avoir des lois sexo-spécifiques, ça permettrait de former des agents dans les commissariats pour prendre ces plaintes-là, ça permettrait de former des experts du droit, comme des juges, des magistrats, pour pouvoir juger aussi ces questions-là et de faire des formations sur l'éducation numérique, le fact-checking et les sensibilisations sur ces questions-là. Sadia Mandjo, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions au sujet du rapport que vous avez piloté qui s'intitule Désinformation genrée au Sénégal et en Côte d'Ivoire, forme, impact et enjeux. Merci à vous. Merci à vous.